salida, hemos battu un sonno d'università, temos la pena no anida. Bien, bonjour, nous sommes aujourd'hui dans le cadre du cycle de conférences sur le patrimoine et l'histoire de la Corse dans son environnement méditerranéen. Ce cycle qui est organisé par le CCU et l'INEASEM. Donc aujourd'hui, nous avons un sujet qui est extrêmement intéressant puisqu'il s'agit de l'Empire maritime catalan dans la géopolitique méditerranéenne du XIIIe au XVe siècle. C'est un sujet qui était peu étudié jusqu'à il y a encore quelques années et qu'il a été notamment par Philippe Colombagne, le conférencier de ce jour, qui est docteur en histoire médiévale et par ailleurs enseignant à l'Université de Corse. Donc l'approche aujourd'hui se veut originale puisque au lieu de se centrer uniquement sur un espace, sur un territoire, eh bien, il va s'agir de présenter en fait la Corse dans les dynamiques méditerranéennes. Et pour ce faire, on a donc réalisé une série de cartes spécifiques qui ont été spécialement faites pour cette conférence, pour illustrer justement le propos qui est en fait celui d'une approche géopolitique de données historiques essentielles. Bien, bonjour à tous. Effectivement, je vous propose aujourd'hui de repartir dans les temps médiévaux, entre le XIIIe et le XVe siècle, sur une approche géopolitique et sur une approche transversale. L'idée est d'utiliser la combinaison des impérialismes méditerranéens qui ont pu se développer entre le XIIIe et le XVe siècle, de façon à comprendre les grandes dynamiques qui traversent l'ensemble du bassin méditerranéen, quelles que soient les rives considérées, entre à la fois des dynamiques d'affrontement, de tension, et des dynamiques de collaboration ou d'intégration entre ces impérialismes. Et effectivement, comme l'a dit Jean, si tous ces faits sont connus depuis longtemps, la manière d'aborder les dynamiques méditerranéennes et les impérialismes méditerranéens a évolué du fait d'une historiographie récente qui a eu tendance à être beaucoup plus transversale et à prendre en compte les relations entre ces impérialismes sans forcément se limiter à des histoires de conflits, de guerres, d'opposition systématique, voire de guerres de civilisation, guerres de religion, de façon à montrer qu'il y a plusieurs dynamiques parallèles qui se développent et c'est à partir de l'étude de ces dynamiques croisées que l'on comprend comment évolue la situation en Méditerranée. Alors, pourquoi la limite 13e, 15e? Le 13e siècle, c'est le beau 13e siècle, c'est le siècle central du Moyen-Âge. Il est intéressant parce qu'il découle, pour ce qui concerne en particulier les puissances occidentales, les puissances d'Europe occidentale, d'un autre siècle de grande expansion, donc au XIIe siècle, dans lequel se dessine toute une série de nouveaux modèles politiques. Par exemple, la mise en place des grandes principautés, l'affirmation de nouveaux royaumes, le développement de nouveaux modèles politiques comme les communes italiennes. Et tout cela, finalement, se met en conjonction pour donner une culture et une géopolitique commune. Jusqu'au XVe, parce que traditionnellement, le milieu du XVe, alors on ne va pas s'arrêter comme on pouvait le faire dans une historiographie plus ancienne, dire que 1453 c'est la fin du Moyen-Âge, c'est au contraire. L'idée est de montrer que, effectivement, nous nous arrêterons vers les années 1450, mais que la situation qui aboutit à 1450, la prise de Constantinople, ce genre de choses, est en fait là aussi la conjonction de plusieurs dynamiques croisées et qu'elle ouvre sur d'autres dynamiques qui sont à la fois les héritières et la conséquence de ce qui s'est passé jusqu'ici. Nous avons fait effectivement le choix dans cette conférence de suivre un fil rouge, parce que sinon vous vous doutez bien que c'est une approche qui est trop diverse. Ce fil rouge sera le développement de l'Empire maritime catalan. Et effectivement, la couronne d'Aragon
et la Catalogne, à partir de la fin du XIIe siècle et durant le XIIIe siècle plutôt, vont engager une vaste politique d'impérialisme méditerranéen qui va traverser, qui est un axe qui traverse toute la période. Donc c'est arbitraire, on aurait pu prendre d'autres impérialismes, mais celui-ci était pratique, puisque au fur et à mesure que se développe cet empire maritime catalan en Méditerranée, ils entrent en contact avec des concurrents ou des partenaires potentiels, et donc ainsi se structure la géopolitique au fur et à mesure. Et autre caractéristique, c'est que nous utiliserons comme point focal régulier la situation en Corse, puisque la Corse n'est évidemment pas étrangère à tout ce dynamisme. Elle s'intègre là-dedans, elle est revendiquée, elle est à la fois un espace, un territoire qui est revendiqué et que cherche à contrôler les différentes puissances de Méditerranée, mais c'est aussi un territoire réactif avec des habitants, des structures politiques propres à l'île qui s'adaptent à l'environnement méditerranéen tel qu'il évolue au fur et à mesure. Donc voilà un peu, les tendances générales de cette présentation. Alors, partons pour cela du XIIIe siècle, du début du XIIIe siècle, enfin la première moitié. Comme je vous l'ai dit, le XIIIe siècle, la situation au XIIIe siècle découle de toute une série de dynamiques précédentes, pour rappeler principalement, en particulier, l'expansion des royaumes chrétiens, enfin des structures de Méditerranée occidentale, vers les croisades et la reconstitution d'itinéraires très réguliers et structurés avec l'Orient. D'autre part, vous avez aussi l'affirmation des modèles politiques, comme je vous l'ai dit précédemment. Si l'on prend l'exemple de la couronne d'Aragon, voilà sur la carte les différents territoires de la couronne d'Aragon. Ce que l'on appelle pendant le Moyen-Âge la couronne d'Aragon naît de l'union, au XIIe siècle, en 1137, de deux entités principales, qui sont l'Aragon, qui est la partie intérieure à l'Espagne, le royaume d'Aragon, et le comté de Barcelone et d'autres comtés associés, qui sont la partie littorale. À partir de cette union, au XIIe siècle, les monarques aragonais successifs vont chercher à constituer un ensemble qui se développe vers le nord, dans un arc méditerranéen, qui tire depuis la Catalogne actuelle, quasiment dans son extension principale, jusqu'à la Provence et jusqu'à Nice. C'est-à-dire qui inclut une espèce d'union de territoire, un croissant, qui intègre la Catalogne, qui intègre Toulouse et le comté de Toulouse, et qui va jusqu'en Provence. C'est une région très intéressante de l'Europe du XIIe siècle et du XIIIe siècle, parce que c'est ce qu'on appelle l'Europe des comtés, ou l'Europe sans royaume, dans lequel se sont développées de puissantes principautés qui font l'objet d'alliances matrimoniales et d'alliances politiques avec les royaumes qui sont justement en train de se constituer. Normalement, si on se place dans une stratégie politique, enfin dans une vision des cadres politiques de l'époque, les rois d'Aragon, en s'étendant vers le nord, donc vers Toulouse et vers la Provence, sont dans un premier temps dans ce qu'on appelle à l'époque la Francia Occidentalis, c'est-à-dire un royaume qui, en théorie, dépend de l'autorité des rois capétiens, à partir de 987 et à partir du moment où la dynastie capétienne arrive sur le trône. Or, à ce moment de l'histoire, les Capétiens, même si formellement ils sont rois de ces régions-là, n'exercent pas de pouvoir direct sur les régions méditerranéennes. Leur pouvoir est beaucoup plus concentré sur le nord de la Loire, sur l'île de France actuelle, et c'est là que s'exerce dans un premier temps, pendant tout le XIIe et le début du XIIIe siècle, l'autorité de la jeune dynastie capétienne. Donc ça laisse, si vous voulez, le champ libre aux Aragonais qui peuvent tranquillement progresser dans une région qui en plus dispose d'une très grande cohérence culturelle, puisque entre le catalan, Toulouse, la Provence, vous êtes dans un arc méridional où les gens parlent des langues proches et ont une culture tout à fait proche, qui est par contre différente de la culture que l'on va retrouver au nord de la Loire. Voilà la situation initiale. À partir du début du XIIIe siècle, le rapport de force va changer et les Capétiens, donc qui se trouvaient jusqu'ici concentrés, on va dire, dans la partie la plus sombre de la carte, vont progressivement chercher à reprendre le contrôle
ou à prendre le contrôle, pas à reprendre, à prendre le contrôle de la partie la plus méridionale de leur royaume. Alors ça se fait très doucement, roi après roi, et les Capétiens se lancent dans cette politique d'abord parce que il y a la dynamique des croisades, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et il vaut mieux, quand on mène des croisades vers l'Orient, avoir une ouverture méditerranéenne. Sinon, la monarchie est dépendante d'autres puissances, d'autres structures politiques qui doivent leur fournir les infrastructures pour se déplacer en Méditerranée, ce qu'ils cherchent à éviter. D'autre part, il y a aussi chez les Capétiens la volonté de réduire les grandes principautés qui sont censées être leurs vassaux, mais qui sont souvent plus puissants que le roi lui-même, en particulier les Plantagenets, qui ont développé un vaste empire qui va de l'Anjou jusqu'à la Guyenne actuelle, et Toulouse, le comté de Toulouse, qui est lui aussi une sorte de principauté concurrente à son propre roi. Donc, petit à petit, une volonté d'avancer. Ce qui va faciliter grandement le développement des ambitions capétiennes vers la Méditerranée, c'est le développement de mouvements hérétiques, les albigeois, puis les cathares, qui se développent justement dans la zone Languedoc, Pyrénées, comté de Toulouse. Et jouant sur cette possibilité d'intervention, comme quoi la chrétienté serait menacée, les Capétiens, qui ont des relations un peu complexes avec la papauté, mais qui souvent se veulent le bras, si vous voulez, de la papauté, qui légitime aussi leur pouvoir, vont utiliser ce prétexte religieux pour multiplier les implantations dans le Sud, pour s'intéresser de plus en plus aux affaires du Sud, et si nécessaire, attaquer leurs vassaux qui ne se soumettraient pas à l'autorité officiellement de Rome, et donc du dogme chrétien, enfin du dogme catholique, et aussi aux intérêts du roi. Donc, par exemple, la première croisade albigeoise est lancée en 1209. La conquête du comté de Toulouse a lieu en 1212 par le tristement célèbre dans le sud Simon de Montfort. Et petit à petit, en s'implantant là, les Capétiens, évidemment, remettent en cause l'expansionnisme aragonais que je vous ai présenté préalablement. Que font les grands vassaux, ou les grands princes du Sud, comme le prince de Toulouse, comme le comte de Toulouse, face à cette avancée capétienne? Ils cherchent des alliances de l'autre côté, et du côté du roi d'Aragon. Donc vous allez avoir une espèce d'alliance entre Toulouse, la Provence, les Aragonais, pour tenter de contrer l'avancée capétienne qui vient du nord. Il se trouve qu'à ce moment-là, nous sommes en 1212, le roi d'Aragon vient de remporter une grande victoire en alliance avec le roi de Castille et le roi de Navarre contre les royaumes musulmans à las Navas de Tolosa. Puisqu'il faut bien voir que l'Aragon est aussi un royaume qui est tourné vers l'Espagne et vers les dynamiques espagnoles, et que donc l'Aragon lutte sur deux fronts, même s'il s'intéresse manifestement à ce moment-là principalement à son front nord-est. Le roi d'Aragon se trouve à ce moment-là en position de force. Il est très prestigieux par sa victoire sur les musulmans. Il dispose d'une grande armée à disposition et il décide d'aider les Toulousains et de contrebalancer, militairement si nécessaire, l'avancée des Capétiens vers le sud. Ça se joue par une bataille qui malheureusement va tourner au désavantage des Catalans. C'est la bataille de Muret, dans lequel le roi Pierre II d'Aragon est tué au combat face aux troupes de Simon de Montfort, et cette défaite des Arago-Catalo-Toulousains face aux Capétiens, enfin Capétiens c'est un peu tout le monde, c'est plein de gens qui viennent du nord, on ne dira pas français à ce moment-là, ce serait un peu anachronique, mais cette défaite de Muret face aux troupes capétiennes marque un frein dans l'avancée de l'Aragon vers le nord. Alors attention, il ne faut pas dans ce genre d'histoire, ce qu'on a fait trop souvent, surévaluer le rôle de ces défaites militaires. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on a perdu une bataille qu'on a perdu la guerre, selon la formule célèbre. Pour autant, ça casse les dynamiques. C'est-à-dire, les armées médiévales ne sont pas des armées permanentes. Ce sont des armées qui viennent de levée féodale. Il faut rassembler les vassaux. Tous les vassaux tiennent compte de certains rapports de force les uns avec les autres. Donc, quand il y en a un qui a gagné et l'autre qui a perdu,
si vous voulez, le système qui avait permis la constitution d'une armée se défait chez le vainqueur. Et donc là, en plus, il se trouve que le roi est mort chez les Aragonais. Donc il y a un moment de faiblesse, d'instabilité. Alors le royaume d'Aragon n'est pas ruiné loin de là, pardon. Mais les forces militaires ne sont plus aussi disponibles qu'elles le devraient. Dieu, manifestement, a favorisé ceux d'en face et pas eux, puisque la victoire est allée à Simon de Montfort. Et le roi étant mort, eh bien, il faut attendre que le nouveau roi soit opérationnel, qu'il y ait une nouvelle structure qui se mette en place. Et ça, évidemment, les Capétiens vont profiter de cette faiblesse momentanée. Donc, résultat, après, je vais très vite, mais vous avez toute une série d'actions de la monarchie capétienne dans le sud qui vont faire que l'implantation capétienne va se faire et ne sera plus sérieusement remise en cause à partir de là. Le coup est réussi. Alors pour vous donner quelques dates, en 1234, le roi Louis IX, le futur Saint-Louis, épouse Marguerite de Provence, donc une alliance matrimoniale. En 1240, le même Louis IX fait construire le port d'Aigues-Mortes, qui est le premier port méditerranéen de la monarchie capétienne. Donc le port est toujours présent, c'est un modèle de construction et de ville neuve médiévale. Il y a bien des tentatives de révolte, mais bon, 1242 par exemple, vous avez une révolte du comte de Toulouse qui tente de bloquer l'avancée capétienne. Ça, plus la croisade contre les Cathares, la répression contre l'hérésie, permet finalement au roi de France de prendre l'ascendant, et à partir de là, c'est réglé. En 1244, le dernier château cathare, enfin celui qui est réputé pour être le dernier château cathare, Montségur, tombe aux mains des croisés, et en 1246, pour poser une date sur laquelle nous reviendrons, Charles d'Anjou, le frère du roi de France Louis IX, épouse Béatrice de Provence, et récupère du même coup les comtés de Provence et de Forcalquier, auxquels il ajoutera plus tard le Piémont. Donc à partir de là, c'est réglé. Toute la zone méditerranéenne passe sous contrôle du Capétien. Les Catalans conservent malgré tout des enclaves. Ils conservent la Cerdagne, ils conservent Perpignan, ils conservent Montpellier, qui reste une enclave sous l'autorité du roi d'Aragon. Mais c'est perdu et cette expansion vers le nord est désormais arrêtée. Vous avez la monarchie capétienne a réussi son coup sur son ouverture méditerranéenne. Puisqu'ils sont bloqués au nord, alors là aussi, j'insiste, tout ça ne se fait pas d'un claquement de doigts, ils ne le font pas de la façon aussi évidente que je la décris ici, c'est-à-dire qu'ils ne décident pas, bon, puisqu'on ne peut plus avancer au nord, si c'est ça, on va aller au sud. Ça prend du temps, ils tiennent compte eux-mêmes des autres dynamiques autour d'elles et de la géopolitique locale. Bloqués au nord, les Aragonais vont petit à petit se recentrer sur une autre possibilité d'expansion, c'est-à-dire vers le sud ou vers la Méditerranée. Pourquoi finalement? Parce que l'expansion n'est pas une fin en soi. Ils auraient pu dire on reste chez nous et on est très bien, c'est quand même déjà pas mal d'avoir la Catalogne et le royaume d'Aragon. Eh bien, parce que là aussi, il se passe des choses autour d'eux qui les intéressent. En particulier, la partie musulmane de l'Espagne, à l'Andalous, qui jusqu'ici était constituée à une force unifiée, subit des crises internes qui fragilisent considérablement les structures. L'ancien empire unifié d'Al-Andalus a implosé, il est divisé en petites structures, des taïfas, et les Aragonais vont profiter de cette faiblesse pour aller prendre le contrôle vers le sud de monarchies musulmanes avec qui jusqu'ici ils étaient en relation plus ou moins normalisée, et ils vont en profiter pour s'en emparer directement. Donc, comme vous le voyez sur la carte, vous avez une double direction de conquête. Une à partir de 1229 vers les Baléares, pour faire la conquête de ce royaume maritime dans les Baléares, et une autre à partir de 1238 vers Valence, pour s'emparer de Valence. Valence, en plus, qui est une ville importante déjà, qui pour le royaume musulman est une ville importante, et qui est une puissance commerciale. Pourquoi cette expansion? Pour plusieurs raisons. D'abord parce que le roi d'Aragon est motivé dans ses dynamiques d'expansion par la bourgeoisie catalane.
qui a besoin, qui cherche des débouchés pour son activité. Barcelone est un port, c'est un port commercial important. Il y a toute une bourgeoisie qui tire sa richesse du commerce. Et donc, eux cherchent des nouveaux débouchés, soit pour retrouver des matières premières, soit pour conquérir des marchés et diffuser leurs produits. Autre chose, dans les royaumes ibériques, que ce soit l'Aragon, la Castille, la Navarre, les dynamiques de conquête face aux royaumes musulmans sont un moyen très efficace de calmer la noblesse et d'offrir à la noblesse des possibilités d'enrichissement. En allant faire la conquête de nouvelles terres, alors vous rajoutez ça, vous enrobez ça de tout un côté, guerre de religion, reconquête sur l'islam et ainsi de suite, qui n'est pas du tout systématique. Il faut bien voir que là aussi, si vous faites le compte, les royaumes chrétiens se font autant la guerre entre eux qu'ils font la guerre avec les royaumes musulmans. Et pareil pour les royaumes musulmans au sud de la péninsule. Donc attention là aussi au côté reconquista systémique ou choc de civilisation. On s'allie avec les gens avec qui on peut avoir des intérêts et puis on combat les ennemis communs qui peuvent se présenter face à vous. La religion ne joue pas forcément. Mais ce genre de guerre de conquête, c'est aussi un moyen d'occuper la noblesse et de donner à la noblesse des nouveaux fiefs, des nouveaux territoires, des nouvelles richesses. Éventuellement d'engager des politiques de colonisation dans une époque, à ce moment-là, on est au début du XIIIe, où la démographie augmente. Il y a plus de gens, donc il faut plus de terres. Et ça, les rois d'Aragon en sont tout à fait conscients. Les Aragonais, c'est le règne de Jacques Ier qui va favoriser ça. Les Aragonais sont aussi des marchands qui commercent indifféremment avec des royaumes chrétiens ou avec des entités politiques chrétiennes et avec les royaumes musulmans. Ils vont aussi très vite s'implanter sur la côte maghrébine. On va les retrouver, créer des liens réguliers commerciaux avec Bougie, avec Tlemcen, avec Ceuta, avec Tunis. Donc là aussi, pas de problème particulier de ce point de vue-là. Le problème, évidemment, c'est un peu l'histoire des dominos. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que les Aragonais avancent vers l'Est et s'impliquent en Méditerranée, ils se mettent obligatoirement en contact avec d'autres systèmes politiques et d'autres zones. Et en particulier, la zone tyrrhénienne. Donc là, on s'approche, vous voyez petit à petit qu'on passe d'un espace provençal, languedocien provençal, à un espace qui est plus italien. Attention, là aussi, nos frontières nationales du 19e, 20e siècle ne sont pas du tout opérantes pour comprendre la géopolitique du Moyen-Âge. Vous avez bien vu que le roi d'Aragon, lui, passe allègrement les Pyrénées, donc le côté, la frontière naturelle des Pyrénées, ça ne l'intéresse pas du tout, c'est pas du tout dans leur manière de voir, pas plus que les Alpes sont une autre frontière naturelle. Vous verrez qu'on parlera plus tard, je vous ai placé le personnage de Charles d'Anjou, les Angevins, qui ont déjà la Provence, vont essayer d'aller croquer vers le Piémont en rattachant des territoires piémontais à leurs territoires provençaux. Donc l'idée est plutôt non pas de tracer des lignes de frontières, mais plutôt de tenir des connecteurs, c'est-à-dire tenir des lignes, de tenir des endroits où on peut aller d'un espace à l'autre. Des ports, des cols dans les montagnes, des passes. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est ça qu'ils recherchent. Il faut bien voir aussi que nous ne sommes pas dans des États administrés. C'est-à-dire que l'objectif, quand on vous dit le pouvoir catalan s'empare de ceci, fait cela, il ne cherche pas à conquérir au sens colonial du terme, comme on pourrait faire une conquête au XIXe siècle avec la colonisation, encore que la colonisation se faisait avec très peu d'hommes aussi. Mais il cherche à contrôler. Il cherche à avoir un impérium, c'est-à-dire il cherche à avoir un certain nombre de territoires qui vont être placés sous l'autorité d'un seul et même chef qui sera ici le roi d'Aragon ou la commune de Gênes plus tard ou le roi de France. Il n'y a pas de... si on veut chercher, si on veut faire le paradoxe, enfin si on veut chercher des paradoxes, par exemple avec l'expansion capétienne, il y a peu de Français dans la zone de Français au sens culturel du terme, de gens qui viennent de l'Île-de-France. Au sud de la Loire. Il y a des représentants du pouvoir du roi, il y a effectivement des officiers, il y a des chevaliers, Simon de Montfort en est un, lui il fait sa richesse en partant de très loin, un peu comme les croisés, comme Godefroy de Bouillon qui vont partir très loin. Bon, c'est un peu cette même logique-là. Donc ne pas imaginer non plus des conquêtes avec des milliers d'hommes, un débarquement, une colonisation systématique. Ça peut avoir lieu, mais ça a lieu dans des espaces plus restreints.
dans l'espace tyrrhénien, on va dire, donc autour de la Corse et de la Sardaigne, l'Aragon était jusqu'ici peu présent, mais les puissances dominantes de cet espace au début du XIIIe siècle, ce sont les Pisans, talonnés par leurs principaux challengers, qui sont les Génois. Donc vous avez des structures politiques totalement différentes. Vous avez 2 cités-États, 2 communes, donc là, pas de roi, mais des oligarchies marchandes au pouvoir, enfin, des noblesses au pouvoir, qui, elles, ont construit leur puissance et leur richesse sur la prise de contrôle des itinéraires maritimes méditerranéens. Là encore, les croisades les ont considérablement servis. Et il faut bien voir que ces cités-États qui sont toutes petites, c'est-à-dire que, bon, elles sont très peuplées, mais qui ont des territoires extrêmement limités, fonctionnent là aussi comme des connecteurs. C'est-à-dire qu'ils se sont rendus indispensables à tout le monde parce qu'il n'y a que eux en Tyrrhénienne, les Génois, les Pisans. Avant, il y avait les Amalfitains, mais ils ont été rabaissés. Les Génois, les Pisans sont les seuls qui sont en capacité de fournir des flottes importantes pour se déplacer en Méditerranée. Ce sont aussi les seuls, à cette échelle-là, qui connaissent les techniques de navigation et qui peuvent transporter par leur flotte de façon relativement sûre de la marchandise, des hommes, des croisés s'il y a la guerre, de tout type en Méditerranée. Donc ils ont la technicité maritime. Et il se trouve que grâce à leur enrichissement rapide et à leur ingéniosité, ce sont aussi les seuls qui disposent de très importantes mises de fonds. Les Pisans, les Génois, les Vénitiens, on va en parler aussi, c'est la même logique pour Venise dans l'Adriatique, sont des gens qui très vite intègrent et développent des mécanismes qu'on appellerait nous des mécanismes capitalistes d'accumulation de l'argent et d'utilisation de l'argent, de prêts, de ventes, et ainsi de suite. Or, il faut bien voir que la société médiévale est une société qui n'est pas très monétarisée. On est sur des sociétés, mais sur des sociétés plutôt rurales. Alors, ça ne veut pas dire que l'argent n'existe pas, mais quelqu'un qui a la maîtrise de l'argent et la maîtrise de la finance est indispensable. Ça veut dire que les Pisans, les Génois, beaucoup, les Florentins plus tard, les Vénitiens de leur côté, peuvent faire des mises de fonds sur qui s'allie à eux et peuvent priver leurs ennemis des flottes, de l'argent, et ainsi de suite, et les donner à d'autres. Donc, dans l'absolu, ils ne sont pas très puissants, enfin, c'est pas très spectaculaire, c'est-à-dire que Gênes, quand vous regardez Gênes maintenant, c'est pas forcément très impressionnant, et Pise encore moins, puisque Pise est une ville qui maintenant est une ville moyenne, mais à l'époque, par cette spécificité, ils sont indispensables à tous, et ce sont donc des puissances très importantes. Comme vous le voyez sur la carte, ces 2 puissances, Gênes et Pise, sont en concurrence et sont en tension, en conflit, parce qu'elles se disputent les mêmes itinéraires et le même espace. L'espace tyrrhénien est limité, le contrôle du canal de Corse, le contrôle des Bouches de Bonifacio, le contrôle des détroits ensuite est quelque chose d'essentiel pour eux, parce que ça leur permet de se déplacer, de déplacer leurs navires et d'avoir des points d'appui pour les navires. Il faut aussi tenir compte du fait que la navigation a des contraintes, c'est-à-dire que les nefs de l'époque doivent être en capacité de relâcher, de s'abriter s'il y a besoin, les galères doivent régulièrement s'arrêter pour refaire de l'eau, reposer la chiourme, ravitailler la galère, donc il faut contrôler les îles, il faut contrôler les côtes, parce qu'en les contrôlant, on assure la pérennité de son itinéraire commercial. D'où l'intérêt pour eux de contrôler les îles, de contrôler la Sardaigne, de contrôler la Corse, de contrôler la Sicile, ou, pour Venise, de contrôler les îles de l'Adriatique ou de la mer Égée. Contrôler, pas forcément conquérir, ou pas forcément gouverner. L'essentiel, c'est qu'il y ait des relais qui sont toujours dans des logiques à la fois politiques et commerciales, obtenir des relais sûrs, pouvoir faire relâcher les bateaux, savoir que si on s'arrête dans ce territoire, on ne sera pas embêté, on a des fidèles, on a des hommes à soi, des amis, comme disent les textes médiévaux, et c'est ça qui leur importe, puisque à l'époque, par exemple, au XIIIe siècle, on est dans la période de la Corse pisane. Là aussi, si on veut être un peu provoquant, il n'y a pas de Pisans dans la Corse pisane, ils sont très peu présents. Les Pisans sont là, évidemment. La Corse est sous l'autorité de la commune de Pise, mais ensuite, la Corse, comme la Sardaigne d'ailleurs, qui est assez proche, il n'y a pas d'occupation pisane, de domination pisane, d'armée pisane régulière surveillant les Corses. Simplement, les seigneurs corses
se soumettent ou pas d'ailleurs à l'autorité de la commune, et ils savent que tant qu'ils restent soumis, ça se passera bien. S'ils décident de renverser cette soumission, tout de suite, il ne se passera rien, mais à un moment donné, il peut y avoir une démonstration de force très violente qui va venir. Donc, on se tient sur cet équilibre. La logique est la même dans l'Adriatique avec Venise. Donc, on est de l'autre côté de l'Italie. Venise a exactement la même logique, mais Venise a pour spécificité d'avoir tissé très tôt des liens avec l'Orient, et en particulier avec l'Empire romain d'Orient et avec Constantinople, puisque Venise est une ancienne possession byzantine. Et les Vénitiens ont joué un coup extraordinaire en 1204, en réussissant à détourner une croisade, la quatrième, qui normalement aurait dû aller en Égypte, mais qui finalement s'est détournée... a été détourné vers Constantinople. Et le détournement de la croisade de Constantinople, c'est une histoire, c'est un coup tordu, hein, c'est-à-dire que Venise avait préparé une flotte pour les chefs croisés. Je vous la fais rapide, mais ça vous donne une idée de comment ça marche. Les chefs croisés n'étaient pas en capacité de payer la flotte qui devait les amener en Égypte. Les Vénitiens ont donc proposé un petit arrangement facile en disant que tant qu'il y avait une armée, ils considéraient que les croisés les payent si les croisés les aidaient à faire la reconquête de la ville de Zara, en Croatie. Bon, les croisés, ville chrétienne, hein, mais rebelles aux Vénitiens. Les croisés ont un peu rechigné parce que le pape leur avait interdit d'attaquer des royaumes chrétiens, et puis finalement ils y sont allés. Et il se trouve que là, il y a eu à ce moment-là une querelle dynastique dans l'Empire d'Orient, et un des prétendants au trône de Constantinople est allé demander de l'aide aux Vénitiens. Donc les Vénitiens lui ont fourni une aide militaire qu'ils avaient sous la main, puisqu'ils avaient une immense armée croisée qui attendait là. Donc l'armée s'est portée jusqu'à Constantinople, a repris la ville pour le compte du prétendant. Donc le prétendant, c'est Alexis IV, enfin bon, peu importe. Et vu qu'ensuite la situation à Constantinople a dégénéré, les Vénitiens et les croisés se sont emparés de Constantinople et ont disloqué l'Empire byzantin, ce qui est d'un point de vue géopolitique cataclysmique, c'est-à-dire que cet Empire byzantin qui était l'héritier de l'Empire romain, enfin, l'Empire romain d'Orient donc, a été divisé, comme l'avaient été les États latins d'Orient, a été divisé en plein de petites principautés type royaume de Jérusalem, le comté d'Éden. Là, il y a eu des duchés d'Athènes, des principautés de Morée et ainsi de suite. Et les conquérants, si vous voulez, latins, se sont partagés cet empire, et l'empire romain d'Orient est devenu l'empire latin d'Orient. Les Vénitiens, évidemment, qui sont de bons commerçants, en ont profité pour prendre totalement le contrôle de tous les itinéraires commerciaux qui leur permettaient de récupérer de la richesse et de les connecter avec l'Orient, avec donc l'empire d'Orient, avec la mer Noire, et avec aussi les routes de la soie au-delà, enfin... Je vous renvoie à Marco Polo et tout ça, ça viendra un peu après. Bon. Donc vous voyez que ces républiques italiennes sont particulièrement impliquées à l'échelle de la Méditerranée. Pour autant, elles sont peut-être méditerranéennes, mais elles sont aussi italiennes. C'est-à-dire que Venise, Pise, Gênes sont des États qui vivent... Alors l'Italie, évidemment, à l'époque, c'est une situation... C'est de la géographie, c'est pas de la politique. Hein. Il n'y a pas de pays qui s'appelle l'Italie. Mais ils sont tous très impliqués dans un contexte très particulier, qui est le contexte de l'Italie. Il se trouve que l'Italie, à ce moment-là, alors pour simplifier à l'extrême, mais une des grandes problématiques qui traversent la vie politique italienne, c'est l'opposition entre l'autorité du pape, l'autorité pontificale, et l'autorité de l'Empire. Et les différents États italiens, et à l'intérieur des différents États, des différents clans ou familles aristocratiques, se sont divisés donc en des partis, ceux qui sont plus ou moins favorables à l'empereur, qu'on appelle les Gibelins, et ceux qui sont favorables au pape, qui sont les Guelfes. Vous avez ici à l'écran sur la carte un des royaumes importants, le seul royaume d'ailleurs d'Italie à ce moment-là, qui est le royaume dit royaume de Naples. Je vous le place parce qu'on va en reparler et nous allons le suivre pendant un certain temps. Le royaume de Naples est une structure originale, puisque vous voyez que c'est un immense État qui englobe tout le sud de la botte italienne plus la Sicile. C'est un État qui
qui a eu des vicissitudes diverses. Il a d'abord appartenu à des mercenaires normands qui se sont emparés de ce royaume, qui était venu officiellement le reconquérir pour le compte du pape au XIe et au XIIe siècle, et qui finalement s'en sont emparés, et se sont emparés de cet immense État, donc c'était la dynastie des Hauteville, et ensuite, par le jeu des alliances entre les familles royales européennes, ce royaume normand de Sicile et de Naples, de Sicile, on l'appelle le royaume de Sicile, est passé sous l'autorité de la famille des Hohenstaufen, c'est-à-dire la famille des Stauffen, une famille germanique, mais implantée donc des deux côtés de Méditerranée, de l'Italie. Ce qui donne, si on se reporte au contexte italien, une structure assez complexe qui est la suivante. Le début du XIVe siècle est marqué, pour ce qui est de cet affrontement, par le règne d'un personnage tout à fait exceptionnel dans l'histoire de l'Europe, qui est l'empereur Frédéric II. Donc Frédéric II règne de 1215 à 1250, et l'empereur Frédéric II réussit. Alors ça va être, autant vous dire qu'il va avoir des relations très compliquées avec la papauté, le plus souvent hostiles. Et vous voyez en quoi la puissance de Frédéric II peut inquiéter la papauté. Vous avez au centre de l'Italie, centré autour de Rome, les territoires qui appartiennent en propre au pape, et de l'autre côté, les territoires qui relèvent de l'autorité de l'empereur, puisque l'empereur, par fusion des héritages, il est à la fois empereur du Saint-Empire romain germanique, donc toute cette partie brune au nord, et il est aussi roi de Sicile, donc de toute la botte italienne, de tout le sud de la botte italienne, ce qui est un danger mortel pour, non pas le pape lui-même, parce qu'il n'est pas non plus question d'assassiner un pape tous les 4 matins, un empereur c'est plus possible, mais un pape c'est plus compliqué, mais surtout pour l'autonomie de l'Église par rapport au pouvoir séculier. Or, il se trouve que depuis le XIIe siècle, la ligne directrice politique de l'Église catholique, c'est ne dépendre d'aucun pouvoir séculier. C'est-à-dire que l'Église, c'est la liberté de l'Église, libertas ecclesiae, et l'Église ne dépend d'aucun pouvoir, elle est supérieure à tous les pouvoirs séculiers, et donc là, avec un empereur aussi puissant, l'équilibre serait renversé, et ce serait l'inverse qui se produirait, ce serait l'empereur qui serait dominant par rapport au pape, et les papes ne veulent surtout pas que ça arrive. Donc, cela va donner lieu à de très nombreux conflits complexes. Je vous montre juste un pour vous montrer comme ça peut être complexe. Voilà un petit zoom sur la situation italienne. Nous sommes ici en 1241, au moment d'une bataille un peu oubliée, et c'est bien dommage, qui est la bataille du Giglio. Alors, la bataille du Giglio, cette accumulation ici de figurés vous montre bien que la situation est très complexe. Vous avez les flèches noires qui vous montrent la pression qu'exercent les Gibelins et donc les territoires contrôlés par Frédéric II sur les territoires pontificaux. Et vous avez les alliances que vont mener les différents camps pour tenter de soulager cette pression. Le pape décide de punir Frédéric II en convoquant un concile à Rome pour aller exclure, chasser l'empereur. Enfin bref, il veut rassembler ses prélats à Rome. Il dispose pour cela du soutien de Gênes. Gênes, à l'époque, est une cité guelfe. Ils ont beaucoup changé, ils ont pu être guelfes, enfin bon bref, là ils sont guelfes. Pise, évidemment, eux, ils sont gibelins. Si Gênes est guelfe, Pise sera gibelin, et vice-versa s'il y avait à changer. Une flotte génoise se met donc au service du pape, et partant de Nice, quelle drôle d'idée, cingle vers Rome qu'elle veut rejoindre. C'est une flotte de guerre, mais c'est aussi une flotte de transport qui transporte tous les prélats fidèles au pape qui doivent se réunir en concile pour sanctionner Frédéric II à Rome. Frédéric II, quand il l'apprend, lève une flotte. Il envoie son fils Enzo, qui part avec une flotte sicilienne, c'est-à-dire napolitaine, auquel s'adjoigne évidemment la flotte pisane, parce que s'il y a une occasion de taper sur les Génois, les Pisans vont pas se mettre à côté, auquel s'adjoint encore, parce que sinon ce serait trop facile, des Fuorusciti génois, c'est-à-dire des Génois qui ne sont pas du parti guelfe, qui se trouvent alors au pouvoir à Gênes. Vous voyez comme on peut mettre en interaction différentes échelles de conflit sur une carte méditerranéenne. L'amiral de la flotte, enfin, outre Enzo, qui est le fils de l'empereur, c'est Ansaldo da Mare, qui est un Génois, mais qui est fâché
qui est Forouchite, donc qui a été chassé de Gênes et qui évidemment se venge sur le gouvernement guelfe de Gênes. La bataille, alors la flotte génoise s'aperçoit bien qu'ils ne sont pas en conditions optimales pour combattre et qu'ils sont en danger s'ils rencontrent la flotte pisane. On leur donne la possibilité de longer la Corse pour contourner, mais l'amiral génois décide d'aller au combat. Et donc les deux flottes se rencontrent autour de l'îlot de Giglio, c'est-à-dire à côté de Monte Cristo, de l'île de Monte Cristo. Et la bataille tourne à l'avantage des Pisans, des impériaux, pardon, des Pisans plus siciliens, qui font prisonnier une grande partie de la flotte génoise, qui font prisonnier toute une série de prélats qui ne peuvent plus se réunir en concile, enfin bref, et qui, pour un temps en tout cas, renverse la situation du côté de l'empereur. Petit ricochet du côté de la Corse, Ansaldo d'Amare, amiral de la flotte et récompensé par l'empereur, va profiter de sa fortune à tous les sens du terme pour investir et s'installer dans le Cap Corse, où il va constituer la base de la seigneurie d'Amare, qui va rester dans le Cap durant toute notre période. Donc, voilà à peu près, sans aller trop loin, les exemples de conflits que l'on peut rencontrer. À la mort de Frédéric II, nous sommes en 1250, eh bien, les cartes vont être rebattues et on va passer à une nouvelle étape. Alors, la mort de Frédéric II, coup de chance pour le pape, laisse une situation compliquée pour l'héritage de Frédéric II, puisque Frédéric II a partagé son héritage entre son fils illégitime, Manfred, qui doit avoir le royaume de Naples, enfin le royaume de Sicile, pardon, et son fils légitime qui, lui, doit récupérer l'Empire. On ne s'intéressera ici qu'à Manfred, parce que sinon on ne va pas y arriver. Le pape profite de la faiblesse momentanée du parti gibelin, du fait de la mort de l'empereur, pour essayer de reprendre la main en Méditerranée, en Italie, pardon, et il va se chercher un nouveau champion. Voyons voir, cherchons bien. Quelle est la famille qui a, dans les années 1250, le vent en poupe en Méditerranée, qui vient de s'installer pas loin de l'Italie, qui a des possessions en Piémont et qui est très ambitieux? Il se trouve que juste là, vous le voyez sur la carte, se trouve Charles d'Anjou. Charles d'Anjou, on en a parlé tout à l'heure, c'est un des frères du roi de France, Louis IX, Saint-Louis, et il vient de récupérer par mariage l'héritage du comté de Provence, auquel il adjoint des possessions piémontaises petit à petit. Lui, il vient de l'Anjou, vous voyez que donc de la région d'Angers, comme son nom l'indique. Et là, il dispose d'un nouveau territoire en Provence. Là aussi, pour nous, ça nous paraît totalement absurde, mais pour eux, ça ne pose aucun problème, puisque on peut très bien avoir domination sur plein de territoires communs. Le pape choisit donc Charles d'Anjou pour lui donner le royaume de Naples. Alors, de quel droit est-ce que le pape peut donner le royaume de Naples? Parce qu'en théorie, le royaume de Naples est possession pontificale, et de même que la Corse et la Sardaigne et la Sicile. Et le pape, de Sicile, je dis Naples, mais j'anticipe, en fait c'est le royaume de Sicile, le pape peut disposer, en théorie librement, de ces grandes îles méditerranéennes qui sont officiellement sous son autorité. C'est aussi un acte de ce qu'on appelle le césaropapisme, c'est-à-dire que le pape se considère comme supérieur au souverain, que ce soit l'empereur, alors qui plus est un bâtard de l'empereur avec Manfred, ou encore les Angevins, c'est-à-dire que le pape peut donner à qui il veut les terres qui sont sous son autorité. Donc c'est lui qui est supérieur à l'autorité des rois et de l'empereur. Bon. Charles d'Anjou hésite un peu, et puis il se dit que finalement c'est quand même un bon coup à jouer, et il reçoit donc l'investiture, le pape l'informe de tout ça en 1265, Charles d'Anjou avec des forces considérables, des chevaliers, des hommes, un soutien financier très important des banquiers italiens, génois, intervient en Italie en 1266, descend à Rome. En 1266, il reçoit officiellement le titre de roi de Sicile par le pape, excusez du peu, et ensuite va faire la conquête de son nouveau royaume, que pour l'instant, qui reste à conquérir, puisque vous aurez bien compris que dans le royaume en question, il y a Manfred qui n'a aucune envie d'être conquis. Donc voilà la calata, la descente en Italie de Charles d'Anjou. Charles d'Anjou va affronter les troupes de Manfred en 1266, c'est la même année, à la bataille de Benevento, donc vous l'avez sur la carte. Et là aussi, le sort de la bataille est favorable à Charles, d'autant plus favorable que Manfred est tué pendant les combats. C'est assez rare que les rois soient... Là, il y en a quand même 2 coups sur coup avec des batailles où les rois meurent. C'est encore une époque où les rois meurent en bataille. Pour autant, ce n'est pas tous les jours. Là, il y a une erreur tactique. En fait, Manfred se trouve
bloqué autour d'un pont. Enfin, il s'est replié pour tenir un pont avec quelques cavaliers. Il est pris en tenaille par les troupes de Charles d'Anjou qui arrivent à passer le pont, qui passent par un autre côté. Et comme Charles d'Anjou a dit, pas de prisonniers, c'est une bataille à mort. Bon, on liquide tout le monde, dont Manfred, dont le roi. Ça arrive. Donc là aussi, parfait. Il n'y a plus de roi. Donc là, Charles termine la conquête et s'implante dans tout le sud de l'Italie. Alors, il va y avoir une dernière tentative d'un des héritiers Hohenstaufen, qui est Corradino, qui est le dernier héritier par l'empereur, qui va tenter en 1268 d'aller prendre possession de son empire, de son royaume de Sicile. Mais là aussi, Charles, qui est un très bon chef militaire, va affronter Corradino en bataille. La bataille se joue en 1268 à Tagliacozzo, elle est localisée aussi sur la carte. Et alors cette fois, Corradino n'est pas tué pendant la bataille, il est fait prisonnier quelque temps après, par traîtrise. Il est ramené devant Charles d'Anjou, qui le fait décapiter, pour ce qui ne se fait jamais, normalement, on ne décapite pas le roi, d'autant que Corradino a 14 ans quand il est décapité. 14 ou 16, 14. Bon, il n'est pas bien grand, quoi. Et ça a beaucoup choqué à l'époque, mais vous voyez un peu le genre de bonhomme que peut être Charles d'Anjou, considérant qu'il est dans son droit. Je passe rapidement, enfin je passe plus vite là-dessus. Vous voyez que Charles d'Anjou ne va pas limiter ses ambitions à la... seulement, si l'on peut dire, à l'Italie. Et le fait de contrôler l'Italie et la Sicile fait de lui, selon la formule, le maître des détroits. C'est-à-dire qu'il contrôle, en contrôlant le sud de la Botte et la Sicile, il contrôle le détroit d'Otrante, donc en Adriatique, il contrôle le détroit de Messine, entre Caribe des Scylla, entre la Sicile et le continent, et il contrôle aussi la passe vers Lampedusa et tout ça, entre la Tunisie et la Sicile. Donc, qui veut aller de l'est à l'ouest de la Méditerranée dépend de Charles d'Anjou. D'autant que lui ne s'arrête pas là, c'est-à-dire que lui, alors tant qu'il y est, ça y est, il continue, donc il se rêve roi d'un peu tout. Il va s'emparer, on la voit à peine sur la carte, mais il va se faire aussi proclamer roi d'Albanie en prenant le contrôle de la ville de Durazzo. C'est le tout petit point vert qui se trouve de l'autre côté du canal d'Otrante. Alors petit, mais essentiel, parce qu'il contrôle les deux côtés du canal. Il va aussi chercher à prendre le contrôle de la Morée, de la principauté de Morée, c'est-à-dire la Grèce actuelle, profitant en cela de la faiblesse de l'Empire byzantin. Parce qu'il se trouve que dans les mêmes années, les prétendants au trône de Constantinople réussissent à reprendre le contrôle et à reconstituer un empire, alors je dis byzantin par facilité, un empire d'Orient, débarrassé ou à peu près débarrassé des principautés latines. Et Charles d'Anjou ne veut surtout pas ça et il se rêve comme nouvel empereur latin d'Orient. Donc vous voyez des visées expansionnistes très larges. Et il tente aussi un coup qui ne va pas réussir lui mais qui va marcher plus tard. Il marie ses enfants aux héritiers du roi de Hongrie. Donc la Hongrie c'est de l'autre côté et c'est de l'autre côté de l'Adriatique. Bon alors ça ne se réalise pas tout de suite, mais là aussi, il pose quelque chose qui réinterviendra plus tard. Problème, c'est-à-dire qu'en s'étendant trop, Charles en fait trop. Et il menace en particulier plein de gens. Enfin, il agace plein de gens. Déjà, il fait très peur aux empereurs paléologues qui ont repris le pouvoir à Constantinople, parce qu'ils viennent de reprendre le pouvoir, ils n'ont pas envie de le lâcher pour Charles d'Anjou. Il inquiète beaucoup... il inquiète aussi le pape parce que son champion est quand même un petit peu trop fort maintenant. Il inquiète les Vénitiens qui se voient un peu bloqués par cette puissance montante dans l'Adriatique. Il inquiète aussi les Génois et les Barcelonais. Alors pourquoi ? Parce que la Sicile à l'époque est une terre à blé essentielle. Elle fournit du blé à un peu tout le monde et les Génois comme les Barcelonais se fournissent en blé en Sicile. Ils se fournissent pour leur commerce, mais ils se fournissent aussi pour ravitailler leurs villes. Parce que la croissance démographique de ces villes, de Gênes comme de Barcelone, fait qu'elles ont absolument besoin d'un approvisionnement régulier en blé. Et il faut aller chercher du blé partout pour ravitailler ces villes. Pour Barcelone, c'est plus... Barcelone a un arrière-pays, mais par contre Gênes n'a pas d'arrière-pays et a systématiquement besoin de blé
pour se ravitailler. Donc maintenant, s'il y a une puissance qui contrôle trop le marché du blé, ça va poser problème. Donc vous voyez qu'il y a un déséquilibre des puissances créé par les ambitions de Charles d'Anjou. Enfin, Charles d'Anjou profite aussi du vide laissé autour de lui, hein, c'est-à-dire que qui va inquiéter les autres puissances méditerranéennes. Il se trouve que l'Aragon, souvenez-vous, on les avait laissés avançant jusqu'aux Baléares. Mais l'Aragon a un autre coup à jouer avec la Sicile. Il se trouve que le roi d'Aragon du moment, qui est Pierre III, a pour épouse Constance de Hohenstaufen, la fille de Manfred, la dernière héritière de l'empereur Frédéric II. Ça veut donc dire que la femme du roi d'Aragon peut revendiquer, sous son titre, le royaume de Sicile. Et qu'un enfant qui naîtrait de cette union, et ils en ont déjà, sont potentiellement rois de Sicile, puisqu'ils descendent directement par les femmes de Frédéric II et de Manfred, même s'il est illégitime. Et donc, l'idée se fait jour que finalement, les Aragonais ont un coup à jouer en Sicile qui les arrangerait particulièrement. Ce coup, il se réalise en 1282, avec l'événement que l'on a retenu sous le nom de Vêpres siciliennes. Les Vêpres siciliennes, c'est initialement une révolte qui se joue à Palerme, le jour des Vêpres, et qui est une révolte, alors anti-française, c'est beaucoup dire, hein, les gens qui sont en Sicile sont des franco-provençaux quelque chose, enfin, on entendra par français tous les gens qui ne sont pas siciliens et qui sont venus avec Charles d'Anjou, qui lui est français, lui incontestablement. Bon. Les Siciliens, pour diverses raisons que je ne développerai pas ici, acceptent mal la domination de Charles d'Anjou et se révoltent. La révolte, partant de Palerme, gagne le reste de la Sicile. Les garnisons françaises ou les soutiens du roi de Naples, du roi, sont massacrés. Et fort opportunément, une flotte de guerre aragonaise, qui en théorie devait partir quelque part, faire la croisade, enfin faire une expédition, enfin, bref, débarque en Sicile et apporte une aide militaire déterminante aux révoltés siciliens. Les Angevins sont chassés de Sicile et se retrouvent cantonnés dans le royaume de Naples. C'est une bascule très importante, puisque à partir de là s'engage une guerre séculaire, elle va durer 100 ans, un peu moins, entre d'un côté la dynastie angevine, qui va chercher à récupérer la Sicile que leur ont pris les Aragonais, et de l'autre côté, les Aragonais, qui vont chercher à s'emparer du reste du royaume de Naples. Et là, vous avez une longue ligne directrice qui va traverser toute notre période. D'autant que ce conflit ouvert maintenant entre quand même deux grosses puissances méditerranéennes, les Angevins d'un côté et les Aragonais de l'autre, va provoquer, si vous voulez, des extensions des conflits, va tendre encore plus la situation et accentuer les conflits dans la zone tyrrhénienne. On est en 1282, c'est les Vêpres siciliennes. En 1284, vous avez une grande bataille entre les Génois et les Pisans à la Méloria, donc toujours dans ces îlots pas très loin du canal de Corse, dans lequel les Génois détruisent la flotte pisane. Alors là aussi, on a souvent dit, la Méloria, c'est la fin de la Corse pisane. C'est un peu comme Muret, ou c'est un peu comme ces grandes batailles. C'est pas tant la fin de la flotte de la Corse pisane, c'est que la flotte est détruite, il y a des centaines de prisonniers, et Pise, qui est déjà un peu sur la descendante, qui a déjà pris un peu la descendante, ne va pas réussir à reconstituer suffisamment vite son influence, alors que les Génois, eux, sont en plein dynamisme, ils ont plein de bateaux, ils ont des soldats, ils ont des sous, ils ont des réseaux, et donc ils vont petit à petit s'imposer dans la zone méditerranéenne. Pourquoi dans la zone méditerranéenne dans son ensemble? Pourquoi est-ce que Pise et Gênes sont repartis en guerre à ce moment-là? Pour la Corse. Parce que, tiens, la revoilà, on avait longtemps qu'on n'en avait pas parlé. En Corse, à l'époque, un seigneur corse parmi d'autres, un des premiers qu'on connaît bien, donc Giudice de Cinarca, seigneur cinarchese et du Sud, tente, en jouant d'abord Gênes puis Pise, ça va être son erreur, de se constituer une seigneurie de Corse, une seigneurie unique de Corse. Et il se trouve que ce Giudice est aussi quelqu'un qui prend contact avec le roi d'Aragon
parce que Giudice se déclare manifestement, enfin on n'a pas de déclaration officielle évidemment, il n'a pas eu le bon goût de nous laisser des papiers, mais on le voit s'allier aussi avec le roi d'Aragon, qui à l'époque est plutôt pro-gibelin. C'est-à-dire que ce Giudice, seigneur corse qui part du Valinco à peu près, va petit à petit, est quelqu'un qui connaît très bien les équilibres méditerranéens et qui joue d'abord l'alliance avec Gênes, qui va ensuite aller chercher les Pisans, qui en allant chercher les Pisans va aussi chercher du côté du roi d'Aragon, qui à l'époque n'est pas encore placé là-dedans. Et c'est ce basculement de la Corse de Giudice, qui était d'abord plutôt un pro-génois et qui bascule comme pro-pisan, qui va, dans un contexte exacerbé d'opposition, qui va relancer la guerre entre les Pisans et les Génois et provoquer, bon ça c'était inattendu, la défaite des Pisans et la victoire des Génois. Donc donner l'ascendant à Gênes sur l'espace tyrrhénien. Les Génois en profitent d'ailleurs en 1289 pour lancer des expéditions militaires qui vont leur permettre de... Alors ils ne vont pas tout à fait y arriver, c'est-à-dire qu'une première expédition qui réussit, dans la deuxième c'est Giudice qui réussit à les mettre en difficulté, mais enfin si vous voulez, sur le temps long et quel que soit l'héroïsme militaire de Giudice, c'est les Génois qui prennent la main en Corse. Mais qui prennent la main, qui vont petit à petit prendre la main. Mais vous allez voir que c'est plus compliqué qu'on ne le croit de prendre la main sur ces îles. Pourquoi ? Parce que dans le même temps, le pape et les puissances qui s'opposent pour le contrôle dans la grande lutte qui consiste à contrôler le royaume de Naples-Sicile, le pape tente une médiation. Alors, vous voyez que les événements sont concomitants. La première médiation a lieu en 1295. En 1295, lors du traité d'Anagni, donc Anagni est une des résidences pontificales à côté de Rome, le pape Boniface VIII, grand pape de la théocratie pontificale, grand partisan de l'autonomie de l'Église et de la puissance de l'Église sur les États séculiers, propose un accord dans lequel il propose au roi d'Aragon d'abandonner ses prétentions sur la Sicile en échange d'un nouveau royaume créé pour l'occasion, mais qui est un peu dans les tuyaux depuis une cinquantaine d'années, qui serait le royaume de Sardaigne et de Corse. Donc on créerait une entité Sardaigne plus Corse qui permettrait de compenser la perte de la Sicile. La bonne affaire. Le roi d'Aragon, Jacques II à ce moment-là, valide, enfin Jacques II vient après, le roi d'Aragon valide cet accord, mais l'accord ne règle pas la guerre. La guerre reprend. Bon, je vous passe parce qu'en fait, le roi d'Aragon est censé. Il y a deux branches aragonaises. Il y a une branche cadette qui est en Sicile et une branche aînée qui est en Aragon. Bon, je passe. La guerre reprend et elle se termine finalement. Enfin, elle se termine momentanément en 1302 lors du traité de Caltabellotta, qui aboutit à la situation telle que vous l'avez sur la carte et qui est très favorable aux Aragonais. Les Aragonais gardent la Sicile, mais c'est une branche cadette qui prend le contrôle de la Sicile. C'est-à-dire le roi d'Aragon n'est pas roi de Sicile, mais c'est un cadet de la maison d'Aragon qui devient roi de Sicile. Les Angevins gardent Naples, bien dégoûtés de ne pas pouvoir reprendre la Sicile, mais enfin pour l'instant ils vont garder Naples, donc qui devient le royaume de Naples, par opposition au royaume de Sicile. Alors là aussi il y a des histoires de noms, mais je passe ici. Et le roi d'Aragon, lui, conserve malgré tout le royaume de Sardaigne et de Corse, que lui a donné le pape, et pour lequel il a été investi en tant que vassal du pape en 1297. C'est pour cela que vous avez sur la carte la Sardaigne et la Corse qui sont intégrées dans cette orbe rosée, qui montre qu'en théorie, la Sardaigne et la Corse font partie désormais des possessions du roi d'Aragon, de la couronne d'Aragon. Donc ça arrête les conflits, mais ça ne règle rien en fait à terme. Vous noterez au passage que la Corse qui était jusqu'ici pisane est maintenant passée à l'Aragon, c'est-à-dire que le pape a changé de champion, c'est-à-dire que les Pisans qui avaient été la grande puissance du XIIe siècle, le pape prend acte qu'au XIIIe siècle c'est fini, Pise est passé, et donc il joue un autre champion qui va être le roi d'Aragon. Ce qui est bien joué d'ailleurs, parce que le roi d'Aragon jusqu'ici il était gibelin, et là il réussit à le retourner, puisque comme il devient vassal du pape, il est censément être du côté, enfin il doit être plutôt du côté des Guelfes, du pape. Bon, ça va pas se passer comme ça, pas tout à fait, mais enfin bon, c'est des tentatives, des espèces de coups tordus. Là aussi, toujours c'est un peu la théorie des dominos. Si vous le prenez du point de vue de Gênes, qui vient de devenir la puissance dominante de la Tyrrhénienne, ça va pas du tout. Les Aragonais tiennent le canal de Corse, tiennent les routes
enfin tiennent potentiellement le canal de Corse, tiennent potentiellement le détroit de Messine, tiennent les routes commerciales vers l'ouest de la Méditerranée et tiennent les îles de Méditerranée. Donc que va faire Gênes, en toute logique, à partir du XIVe siècle? C'est tout faire pour casser l'influence aragonaise qui est en train de se dessiner en Méditerranée occidentale. Alors il le casse tellement qu'en 1323, le roi d'Aragon, Jacques II, engage la conquête de la Sardaigne. Donc là, la Sardaigne devient effectivement aragonaise. Alors, c'est plus compliqué que ça. C'est pour ça que sur la carte, vous voyez qu'il y a un peu des couleurs distinguées parce que... voilà. Vous voyez qu'il n'y a en fait qu'une partie de la Sardaigne qui devient aragonaise. L'autre partie correspond à l'Arboréa. Et l'Arboréa est une espèce de royaume indépendant sarde qui se place sous l'autorité du roi d'Aragon. Si je dis il y avait un sarde dans la... Enfin, dire qu'en théorie indépendant, les Sardes n'auraient pas dit ça. Ils auraient dit c'est un royaume indépendant qui, parce qu'il le veut bien, passe sous le contrôle des Aragonais. Et vous noterez aussi la petite tache bleue dans le nord qui correspond à Gênes, puisque Gênes, pendant tout le XIIIe siècle, a mené une politique de prise de contrôle des espaces sardes et corses, même s'il n'y a pas de colonisation ou quoi que ce soit, et ils ont installé un peu partout sur la côte occidentale de la Sardaigne et de la Corse, enfin un peu partout, des points d'appui. Le point d'appui en bleu, c'est des régions qui sont dominées par les Doria, et vous avez aussi le Castel Doria, enfin Castel Genovese et plus tard. Et vous avez sur la façade occidentale de la Corse, Bonifacio évidemment, qui est le point d'appui fondamental des Génois en Corse depuis le XIIe siècle, depuis la fin du XIIe, mais aussi des tentatives d'installation de points d'appui génois, de colonisation génoise en Corse, dans le golfe d'Ajaccio avec Castel Lombardo, ça c'était un peu avant, c'est en 1272, et à Calvi, dans les mêmes années, pour tenter toujours de tenir les itinéraires commerciaux. Donc là, la situation est déséquilibrée au profit des Aragonais, au désavantage de Gênes, et donc Gênes va chercher à briser la menace aragonaise et l'influence aragonaise. D'autant que les Aragonais ne s'arrêtent pas là. Vous voyez que la carte depuis la Sicile, ça c'était pas du tout prévu au départ, mais vous avez une troupe de mercenaires aragonais, les Almogaver, qui, vous les voyez, ils sont en Grèce, qui prennent le contrôle du duché d'Athènes. Alors, oui, parce que entre-temps, là aussi, connectez tout, entre-temps, l'Empire d'Orient reconstitué a bien du mal à se reconstituer. Donc l'empereur d'Orient a fait appel à des mercenaires catalans pour lutter contre les autres latins, et les Catalans leur font le coup des Normands avec le pape. C'est-à-dire que comme il n'y a personne qui les arrête et qu'il n'y a pas d'armée en face, les terres qu'ils ont reconquis les gardent pour eux. Donc vous avez une principauté catalane, un État, c'est beaucoup dire, un État dirigé par des militaires catalans, qui se constitue en Grèce, de façon totalement inattendue, et qui, pour être sûr d'être bien protégé, se place sous l'autorité de la couronne. Donc qui devient territoire sous autorité de la couronne. Donc vous voyez, les Catalans ont une espèce d'horizontale qui traverse la Méditerranée et qui est quand même assez favorable. Les Génois ne vont pas laisser faire ça, et en 1351, après toute une série de tensions que je vous passe, une guerre ouverte éclate entre les Génois et les Aragonais. Les Aragonais, maintenant, sont tout à fait au fait des dynamiques méditerranéennes, et pour lutter contre les Génois dans cette guerre, ils vont faire appel aux Vénitiens. C'est-à-dire que dans la guerre de 1351, vous avez Aragonais alliés à Venise contre Gênes. Pourquoi? Parce que Venise aussi ne veut pas que les Génois leur piquent les routes vers l'Orient qu'ils ont eu tant de mal à mettre en place, d'autant que les Génois, comme les Génois ont aidé à la reconstitution de l'Empire d'Orient, ils ont maintenant récupéré des privilèges qui étaient jusqu'ici aux Vénitiens. Et donc là aussi, tous ces impérialismes s'entrecroisent ou se séparent pour donner des nouvelles ou des alliances de circonstances. Hein. Vous doutez bien que les liens fondamentaux entre l'Aragon et Venise sont circonstanciés. Mais en tout cas, on aboutit à ça. Alors il ne faut pas imaginer... c'est une guerre, c'est intéressant parce que c'est une guerre globale. Vous allez à la fois, les Génois vont avoir à affronter les Vénitiens plutôt en Orient et les Catalans en Occident. Par exemple, pour vous donner une idée, en 1352, vous avez une grande bataille dans le Bosphore, la bataille du Bosphore, dans laquelle la flotte génoise affronte la flotte vénitienne et réussit à la battre. Et en 1353, vous avez une bataille au large d'Alghero, la bataille de Porto Conte, dans lequel la flotte génoise affronte la flotte catalane. Et cette fois, les Génois sont battus. Donc c'est vraiment un combat
des affrontements à l'échelle de la Méditerranée, à la fois pour contrôler des territoires très locaux, Alghero, Bonifacio, Castel-Lombardo, qui sont des confettis, hein, pour Castel-Lombardo en tout cas, pour les autres non. Mais, et de l'autre côté, des grandes dynamiques méditerranéennes qui vont bien au-delà de ces petits conflits. Et je vous avais dit que justement, la Corse, les seigneurs corses comme ailleurs d'ailleurs, hein, les pouvoirs politiques corses vont chercher à s'associer à ça, ils sont obligés, du moins les seigneurs les plus en vue, de tenir compte de ces dynamiques pour gouverner eux-mêmes. Et dans la série Bien joué les Génois, dans les années 1350, vont réussir un coup de maître en Corse, qui est celui-ci. En 1357, carte bien connue, en 1357 éclate une révolte antiseigneuriale en Corse. Bon, jusque-là, ça peut arriver. Mais les Génois vont apporter un soutien indéfectible au parti populaire corse. Par populaire, j'entends les gens qui veulent chasser les seigneurs du pouvoir, et vont en profiter pour obtenir une dédition. C'est-à-dire que les populaires de Corse vont se placer sous la protection et l'autorité et la souveraineté de la République de Gênes et transférer leur souveraineté à la commune, à la République de Gênes. Donc, Gênes, qui jusqu'ici n'a aucun droit politique sur la Corse, ils ont des évêchés mais ils n'ont pas de droit politique, va profiter de cette révolte de 1357-58 pour revendiquer des droits au nom de cette dédition. C'est-à-dire qu'à partir de 1358, les Génois vont dire, ils vont installer un gouverneur en Corse, qui s'installe à Biguglia, et ils vont dire, à partir de ce moment, la Corse est terra del comune. Elle appartient à la commune de Gênes et elle est gérée par un système communal. Alors que, officiellement, la Corse fait partie du royaume de Sardaigne et de Corse que le pape a donné au roi d'Aragon. Donc vous allez avoir un affrontement de légitimité sur lequel les Génois vont pouvoir s'appuyer, et que les Aragonais, au contraire, vont chercher à détruire par tous les moyens. Enfin, par tous les moyens, peut-être pas pour la Corse, mais en tout cas à remettre en cause. Le temps passe et il se passe aussi plein de choses en Méditerranée en cette deuxième moitié et cette fin du XIVe siècle. On n'en avait pas trop parlé jusqu'ici, mais on va retourner faire un tour vers l'Orient. Cette espèce de grande tache colorée qui s'étend sur quasiment toute la Turquie actuelle et tous les Balkans actuels vous signale une dynamique essentielle dans l'histoire de la Méditerranée. Alors oui, c'est vrai, on est un peu loin de Giudice et de Cinarque, mais vous allez voir que on va retoquer ça petit à petit. Cette dynamique avec ces flèches rouges qui s'étendent vers les Balkans, ce sont les Ottomans. Les Ottomans sont des Turcomans, ce sont des Turcs, musulmans évidemment, qui ont profité de l'épuisement de l'ancienne puissance turque, la dynastie seldjoukide, pour progressivement prendre le contrôle de tout ce qui est la Turquie actuelle, qui est leur centre. Hein. Ils partent, eux, ce sont des gens qui vivent... Le centre de la principauté ottomane se trouve en Turquie actuelle, enfin vers la Turquie, vers la côte, on va dire. Et ils vont en profiter pour faire la conquête, déjà pour s'emparer des détroits qui séparent la mer Noire de la mer Égée, donc les Dardanelles, le Bosphore et tout ça, et pour passer dans les Balkans. Alors paradoxalement, parce que souvent on a l'impression que les Turcs font une poussée par l'Est, et donc ils vont d'abord faire la conquête de la Turquie, puis ils vont s'emparer des zones européennes, c'est exactement l'inverse qui se passe. C'est-à-dire que ces Ottomans, qui sont des Turcs venus de l'actuelle Turquie, dirons-nous, vont s'emparer d'abord des Balkans. Ils vont constituer leur puissance militaire, leur première capitale, en faisant la conquête de la zone balkanique. Avec le grand sultan conquérant, c'est Mourad Ier. Et une des dates importantes pour l'histoire des Balkans, c'est 1389, la bataille de Kosovo, dans lequel les Ottomans, bon, tout le monde meurt, enfin, le chef ottoman meurt, le chef serbe meurt, mais bon, au final, c'est les Ottomans qui gagnent. Et à partir de 1389, les Ottomans prennent le contrôle de la zone balkanique, de ce qui est actuellement la Serbie, la Bulgarie, et ainsi de suite. Et ils remontent d'ailleurs vers la Hongrie. Tiens, je les ai oubliés, les Hongrois, on en reparlera tout à l'heure. Ils sont donc dans une dynamique tout à fait prometteuse. Ils écrasent successivement les interventions qui sont lancées par les Hongrois contre eux, Nicopolis et ainsi de suite. Et ils ne sont arrêtés momentanément, j'anticipe un peu, que par le fait que, alors qu'ils progressent vers l'Orient, ils subissent une attaque de Tamerlan. Donc Tamerlan, ce sont les Mongols, qui, arrivant par l'Est, prennent Ankara et écrasent les Turcs en 1402.
Et cette défaite à front renversé, si vous voulez, arrête momentanément l'expansion ottomane et sauve ce qui reste de l'Empire byzantin, mais vous voyez qu'il n'en reste pas grand-chose. Donc, mais pour l'instant, ça va figer la situation jusqu'à 1453. Oui, allez, on va parler des Hongrois, attendez, quand même. Je vous le dis vite fait, vous voyez qu'il y a cette espèce de grand État constitué dans la Hongrie actuelle. Ce royaume, c'est le royaume angevin de Hongrie, puisque bien que battus en Sicile, les Angevins vont conserver leur implantation en Albanie, avec une branche angevine qui s'appelle la branche des Duras, et vont aussi obtenir, par alliances successives, le trône de Hongrie. À partir de, bon, c'est bien avant, hein, je les ai zappés parce qu'il y avait beaucoup de trucs à dire, c'est en 1310. Donc le XIVe siècle est aussi le siècle dans lequel une dynastie angevine s'installe en Hongrie et assure l'âge d'or du royaume médiéval de Hongrie. Vous avez une troisième branche qui est la branche des Tarentes aussi. Alors ça, c'est un des problèmes des Angevins parce qu'on les avait laissés un peu tranquilles, ces Angevins, mais pendant ces époques-là, c'est-à-dire le milieu du XIVe siècle et maintenant la fin du XIVe et le début du XVe, malheureusement pour eux, après le règne grandiose, on va dire, enfin le règne stabilisateur de Robert d'Anjou, donc Robert meurt en 1343, les Angevins vont se déchirer dans des luttes intestines entre les différentes branches de la famille pour des histoires de succession. Un petit côté Game of Thrones. Donc ils vont s'affronter entre eux et la puissance angevine va être considérablement diminuée par ces guerres de succession qui suivent la mort de Robert d'Anjou. C'est pour ça que on en parle moins maintenant. Une chose aussi caractéristique, c'est que les Angevins, petit à petit, vont devenir beaucoup plus un royaume italien et beaucoup moins méditerranéen. C'est-à-dire qu'ils vont se couper de leurs anciennes racines françaises. Jusqu'à Robert, c'est-à-dire jusqu'au milieu du XIVe siècle, les Angevins conservent des liens très serrés avec les Capétiens de France. Et puis, à partir de la fin de la reine Jeanne et à partir de la fin du XIVe et du XVe, ils vivent un peu leur vie de leur côté, quoi, sans forcément avoir de liens autres que familiaux, enfin autres que généalogiques, avec les Capétiens français, qui eux, de ce côté-là, on ne s'en préoccupe pas, mais sont en pleine guerre de 100 ans avec leurs cousins anglais. Donc, mais on n'y reste pas. Il ne faut pas oublier aussi que cette période de la fin du XIVe siècle, on est bien placé pour le savoir maintenant, est très profondément marquée par la peste. La peste arrive en 1348, elle se diffuse progressivement dans toute la Méditerranée. Donc il faut bien voir que tous les événements que l'on décrit, toutes les dynamiques que l'on approche, c'est dans une période de pandémie. Moi aussi, on peut faire un référentiel, mais avec une pandémie ici qui liquide un tiers de la population européenne. Un tiers de la population européenne, ça veut dire un tiers de paysans en moins pour fournir de la nourriture, un tiers de soldats en moins, un tiers de rentrées fiscales en moins pour les États. Donc il n'y a plus d'argent et il y a des guerres qui nécessitent beaucoup d'argent. Donc, alors c'est Patrick Boucheron, on le dit, il dit que la peste, en fait, on ne la voit pas. J'aurais pu passer sur cette histoire de la Méditerranée en zappant complètement la peste, en continuant de parler des Angevins, des Aragonais, des Duras, des machins. Pendant qu'on parle, je vais dire dans ces années 1380, le temps d'Arrigo della Rocca, qui meurt d'ailleurs probablement de la peste, enfin, le temps de la révolte de 1357 et tout ça, le monde dans lequel vivent ces gens, c'est un monde pesteux. C'est un monde dans lequel un tiers de la population disparaît, dans lequel il y a des résurgences de peste, dans lequel pendant que vous êtes en train de préparer une expédition, l'épidémie se déclare dans votre ville, dans votre armée, et d'un coup, vim, elle fauche un tiers de vos soldats, elle tue des gens et elle rend impossible le développement. Sachant que la guerre, avec des soldats et des bandes de routiers, de soudards et de choses comme ça qui se déplacent un peu partout en Europe, dans la série diffusion des maladies et non-respect des restes barrières, ça se place bien là. C'est-à-dire qu'en plus, la guerre et la circulation des troupes démultiplient les risques de peste. Donc il faut bien voir qu'on est dans un contexte économique très dégradé. Il y a une crise économique, il y a des difficultés. Le royaume de Sicile, il est en guerre permanente, parce que, je voulais passer aussi, mais Robert le Sage, Robert d'Anjou dit le Sage, il a beau être sage, mais il maintient une pression permanente sur les Aragonais en Sicile. Donc c'est la guerre tout le temps. En Catalogne, il y a la guerre avec la Castille, parce que là aussi, il y a des comment dit-on, des impérialismes affrontés et des dynamiques affrontées. Donc c'est une période compliquée. On a longtemps dit que le XIVe siècle était un siècle noir, sombre. Alors il ne faut pas exagérer,
Mais c'est vrai que là c'est dur, quoi. Les dernières années du XIVe siècle, quand la peste s'est bien développée partout et que ça s'agite de tous les côtés, c'est une période difficile de l'histoire de l'Occident, enfin de l'Orient d'ailleurs, puisqu'ils sont touchés par la peste aussi. Pour en revenir à nos dynamiques aragonaises, alors il se trouve que on est donc à la fin du XIVe siècle. À la fin du XIVe siècle, le roi d'Aragon, l'Aragon a l'avantage d'avoir des rois extrêmement dynamiques à ce moment-là. Pierre IV d'abord et Martin Ier, qui arrive un peu après, mais pour la fin du siècle. Ce sont des rois qui tiennent coûte que coûte à maintenir la grande politique méditerranéenne de l'Aragon et qui vont vraiment chercher à prendre le contrôle de l'espace méditerranéen, au détriment d'ailleurs de la Catalogne, ce qui va provoquer une crise économique, mais enfin ça c'est un autre problème. Comme je vous ai dit que les Angevins, après le règne, dans la deuxième moitié du XIVe, sont plutôt occupés par des querelles internes, ben, là aussi, puisque les Angevins sont moins opérants, les Catalans, eux, le sont. Et donc c'est une période, vous voyez qu'ici, la Sardaigne et la Corse repassent en rosé, c'est une période dans laquelle Gênes est en difficulté aussi, la peste est partie de Gênes. Gênes, à l'époque, subit toute une série de... Ils subissent même ils passent sous domination étrangère du roi de France à la fin du XIVe siècle. C'est une période compliquée pour Gênes. Et les Aragonais, la couronne d'Aragon, va exploiter cette faiblesse génoise pour essayer d'avancer le plus possible. Comme par hasard, c'est le moment où, pour contrebalancer la constitution de la Terra del Comune, les rois d'Aragon vont favoriser en Corse un parti seigneurial, dont les représentants les plus prestigieux sont le comte Arrigo della Rocca, lieutenant du roi, et le comte Vincente Lodistria, lieutenant puis vice-roi du roi d'Aragon, et qui vont porter la dynamique aragonaise en Corse pendant toute la fin du XIVe et le début du XVe siècle. Avec les rois, donc Pierre IV pour Arrigo della Rocca, et puis Martin d'Aragon pour Arrigo, dernière époque, et Vincente, première époque. D'autant que Gênes, à l'époque, pour compliquer encore les choses, s'est engagé dans les années 1370 dans une guerre terrible contre les Vénitiens, qu'on a appelée la guerre de Chioggia. Guerre de Chioggia parce que une des principales batailles se joue à Chioggia. Chioggia, c'est dans la lagune de Venise, c'est à l'entrée de la lagune. Et la guerre de Chioggia, c'est entre 1378 et 1380. Alors vous me direz, encore une guerre de plus, ils en ont déjà fait plein, le Bosphore, le Giglio, le Chioggia. Chioggia, c'était quand même compliqué parce que les deux puissances, donc des très grosses puissances, ils sont allés au bout de leurs limites. C'est-à-dire que les historiens disent qu'on était à la limite de la guerre d'anéantissement. C'est-à-dire que les Génois réussissent à s'emparer de Chioggia. Donc ils sont aux portes de Venise et ils mettent le siège devant Venise en disant on ne va pas laisser pierre sur pierre à Venise. On va détruire cette ville parce que ça suffit. Et alors les Vénitiens mettent le paquet et réussissent comme ils peuvent à récupérer Chioggia et à desserrer l'étau génois, mais les deux sortent complètement épuisés. Donc cet épuisement démographique, politique, militaire de Gênes dans cet affrontement tous azimuts, mais ici avec Venise, vous explique pourquoi, comme ils sont épuisés, ils n'ont pas cette capacité de réagir efficacement, en tout cas dans un premier temps, face aux Aragonais. Et ça vous explique pourquoi les Aragonais ont le vent en poupe, c'est le cas de le dire, à ce moment-là. Cette dynamique aragonaise pour la prise de contrôle de l'espace tyrrhénien trouve un premier grand succès en 1409. En 1409, les Aragonais, le roi Martin Ier d'Aragon, débarque en Sardaigne avec une armée énorme et écrase les armées rebelles, enfin pour lui rebelles, pour les Sardes nationales, si l'on peut risquer le mot, qui s'opposaient encore à la domination. Donc en 1409, l'Arborea est battu militairement, sèchement, et à partir de là, les Aragonais reprennent la main en Sardaigne, ce qu'ils n'avaient pas réussi à faire parce que la Sardaigne était en état de rébellion quasi perpétuelle, financée par Gênes depuis quasiment les années 1320. Coup de chance pour l'Arborea et coup de malchance pour les Aragonais. Il se trouve que l'héritier du trône, Martin le Jeune, roi de Sicile, meurt de maladie juste après la bataille de Sanluri. Vous avez ici la bataille de Sanluri qui est localisée. Vous voyez les flèches qui remontent par la Sardaigne et vers la Corse. Comme il se trouve que son père, Martin Ier, n'a pas d'autre enfant mâle, il y a un problème de succession. Je vous signale au passage que, puisque le fils est mort avant le père
le père devient automatiquement roi d'Aragon, roi de Sardaigne, roi de Corse, roi de Sicile. Donc la mort de Martin de Sicile marque aussi la fin de l'indépendance politique de la Sicile. Parce qu'à partir de là, la Sicile n'est plus un royaume, mais va devenir un vice-royaume de l'Aragon. C'est-à-dire que les rois d'Aragon vont nommer en Sicile un vice-roi qui va gouverner pour le compte de la couronne d'Aragon. Donc le très ancien royaume indépendant de Sicile, petit à petit, disparaît, si vous voulez, intégré dans les possessions aragonaises. Bon, donc pas de chance, il va y avoir un petit trou d'air, si vous voulez, un petit creux dans les dynamiques aragonaises, qui va se résoudre assez vite. Le roi Martin Ier meurt sans héritier, la dynastie qu'on appelle la dynastie des comtes-rois de Barcelone disparaît, et elle est remplacée par une nouvelle dynastie de Castillan, les Trastamare, qui vont, après un petit temps de bascule, à partir de 1412, qui vont reprendre les dynamiques préalablement établies par les rois de la dynastie d'avant. Donc ça ne change rien en fait. Il y a un creux, il y a un moment où, entre les années 1409 et 1416, où l'absence de roi, le fait qu'il y ait un nouveau roi qui arrive, qu'il faille reconstituer, enfin, ils sont un peu à l'arrêt, et puis après, boum, ça repart, et le roi qui redonne l'impulsion, c'est Alphonse V. Alphonse V, c'est le roi qui attaque Bonifacio. Alphonse V, effectivement, termine le travail engagé par son prédécesseur Martin Ier. Il va en Sardaigne, il soumet définitivement la Sardaigne, et, comme vous le savez, il intervient en Corse et il est à deux doigts de soumettre la Corse, qu'il soumet d'ailleurs quasi totalement, sauf Bonifacio, qui n'arrive pas à prendre, mais qu'il laisse sous l'autorité de son vice-roi, Vincentello d'Istria. Donc ce qui vous donne cette carte comme ça, c'est-à-dire que au tournant, dans les années 1430, l'Aragon a quasiment réussi son coup, Gênes est renvoyé dans les cordes, et les Aragonais tiennent à peu près toutes les îles. Alors, c'est bien mal connaître les Génois que de croire qu'ils vont s'arrêter là, d'autant que en 1420, le roi d'Aragon se trouve en capacité de récupérer le royaume de Naples. C'est-à-dire que les énièmes querelles dynastiques des Angevins entre eux ont abouti au fait que la dernière reine, Jeanne II de Naples, n'a pas d'héritier mâle, ne peut plus en avoir, parce qu'elle est trop âgée. Et donc, elle désigne un héritier non angevin, qui est Alphonse V d'Aragon. Donc, Alphonse V d'Aragon se trouve en capacité de tenir le royaume de Sardaigne et de Corse, toutes ses possessions continentales, et la Sicile, et de réunifier enfin la Sicile de réunifier entièrement le royaume de Sicile. Donc, alors autant vous dire qu'il y va, donc juste après le siège de Bonifacio, en 1421, et là, il s'engage dans la grande affaire de son règne, qui est, que vous avez ici, c'est-à-dire la reconquête du royaume de Naples. Alors, et il va y arriver, puisque en 1442, le roi d'Aragon réussit à chasser les derniers prétendants angevins, donc c'est René, le roi René, qui va se réfugier en Provence, dans les possessions historiques des Angevins depuis le XIIIe siècle. Et le roi Alphonse V d'Aragon prend le contrôle de l'ensemble et reconstitue l'unité du royaume de Sicile, qui devient donc à partir de là le royaume des deux Siciles, la Sicile continentale et la Sicile insulaire. Donc pas mal. Pas mal, mais là aussi, c'est mal connaître les Génois. Les Génois vont évidemment réagir à ça. Et vous voyez que la Corse, finalement, ils vont réussir à reprendre pied en Terra del Comune, donc dans le nord de la Corse, et les Génois vont recommencer à grignoter l'influence aragonaise. La mort d'Alphonse d'Aragon en 1458 va permettre aux Génois de souffler un peu et de se remettre d'aplomb et de reprendre le contrôle de l'espace tyrrhénien. Les Génois ont d'autant plus besoin de reprendre le contrôle de l'espace tyrrhénien qu'en Orient, vous n'êtes pas sans savoir qu'en 1453, les Turcs, qui ont repris du poil de la bête, et le sultan Mehmed II, achèvent par les Balkans la conquête de ce qui restait de l'Empire d'Orient, c'est-à-dire la capitale, Constantinople, et Constantinople est prise en 1453. On a souvent tendance à considérer que 1453, ça y est, les Turcs sont partout, misère de nous, voilà. Ils ont tout conquis, ils ont tout pris, ils ont tout bloqué, c'est fini. C'est vrai. Le sultan Mehmet chasse les Francs qui se trouvaient, ce qu'il appelle les Francs, enfin Ifrang, les Occidentaux, qui se trouvaient encore possessionnés dans l'Empire. Donc dehors les Vénitiens, enfin du moins pas dehors, mais du moins ils cherchent à les chasser le plus possible. Ceux qui restaient, des comtés, des duchés, des machins qui avaient plus ou moins survécu, tout ça c'est terminé. Mais
ça ne veut pas dire que les itinéraires commerciaux et que les liens commerciaux vont être rompus. Vous voyez sur la carte que Génois, donc les Génois perdent la mer Noire progressivement du fait de la conquête des Ottomans, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont arrêter les relations avec l'Empire ottoman, loin de là. Simplement, ces relations vont être obligées d'être réorganisées. Et les Génois et les Vénitiens, alors qu'ils avaient l'habitude de traiter jusqu'ici avec un empire d'Orient très affaibli et des sultans ottomans en train de monter en puissance, relativement, qui, puisqu'ils cherchent à s'emparer du reste de l'Empire, sont prêts à des alliances, se retrouvent maintenant face à un empire tout à fait cohérent qui peut discuter en position de force. C'est-à-dire qu'il y a toujours un empire, et simplement il n'est plus byzantin, il n'est plus latin, non, il n'est plus ni latin, ni grec, ni byzantin, mais il est ottoman. Mais ça n'empêche pas la reprise de la circulation des biens. Vous voyez cette carte avec les flèches et les zones d'influence qui se dessinent. Là, on est après 1453, et les itinéraires commerciaux sont maintenus. Ils sont affaiblis, on pourrait dire en mode dégradé, mais il y a des ambassades auprès des Turcs à ce moment-là, il y a des ambassades vénitiennes à Constantinople, vous avez même des très beaux tableaux de Bellini qui représentent des ambassades à Constantinople, des ambassades au Caire, à Alexandrie, et ainsi de suite. Donc les relations sont maintenues, et vous voyez que malgré tout, Venise en particulier réussit à conserver des zones d'influence dans ce qui devient petit à petit la zone de l'Empire ottoman, donc autour de Constantinople, autour de la Crète, et évidemment garde le contrôle, pour l'instant en tout cas, de tout l'Adriatique, en attendant d'autres conquêtes ottomanes. Les Génois, eux, conservent l'île de Chio, c'est le petit trait bleu, la petite zone bleue que vous avez en dessous du détroit du Bosphore et des Dardanelles, à Chio, et évidemment reprennent progressivement le contrôle de l'espace tyrrhénien. Cette avancée des Turcs, là je voulais placer d'un côté un peu très commercial, on va dire très vu Gênes, Venise, les affaires continuent. Mais la fin de l'Empire romain d'Orient est aussi un choc très dur pour est un choc moral pour les puissances occidentales. Les puissances occidentales, vous aurez bien noté, qui jusqu'ici s'étripent entre eux sans aucune considération pour aller sauver l'empereur. Pourtant, l'empereur est venu en Italie, les églises d'Orient et les églises d'Occident ont accepté de se réunir en devenant des églises uniates. Bref, il y a eu toute une série tout un travail diplomatique depuis Constantinople pour essayer de sauver ce qui pouvait l'être, mais on n'y arrive pas. Et la prise de Constantinople provoque une espèce d'électrochoc qui fait que les puissances occidentales, les puissances qui s'affrontent, en particulier en Italie, décident de convenir d'une paix générale. On est en 1454, qui est la paix de Lodi, dans lequel toutes les puissances en guerre, les Vénitiens, les Milanais, le nouveau royaume de Naples devenu aragonais, les Génois, tout le monde, les Florentins, effectivement, tout le monde s'arrête de se faire la guerre, un moment, pour, en théorie, préparer une grande expédition, une grande croisade, ou pour aller retourner sauver l'Empire d'Orient. Ça n'aura pas lieu. Ce qui va se passer, c'est que les Turcs vont imposer leur pouvoir sur l'ancien Empire d'Orient, et de nouvelles dynamiques vont se constituer. Gênes, progressivement, va réussir à reconstituer sa zone d'influence sur la Tyrrhénienne. Les Aragonais, qui ont quand même déjà Naples, la Sicile, la Sardaigne, les Baléares, et qui maintenant se retrouvent puissance dominante de Méditerranée, je ne vais même pas chercher les logiques espagnoles, parce qu'entre-temps, le roi d'Aragon s'allie avec la reine de Castille, c'est le mariage de la Castille et de l'Aragon, pour terminer la reconquête totale, la conquête de la péninsule ibérique. Et donc, à partir de ces années 1450, les dynamiques bougent, il se dessine d'autres logiques politiques, d'autres géopolitiques, une autre géopolitique méditerranéenne qui prend en compte ces nouveaux acteurs, comme ici les Ottomans, qui arrivent à l'Est, et qui prend en compte une restructuration des forces nées de l'époque précédente et qui va caractériser toute la fin du XVe siècle et bien au-delà le XVIe siècle, puisque là on va entrer petit à petit dans la logique des guerres d'Italie et dans le grand affrontement entre les grands royaumes et les grands États qui émergent entre la fin du XVe et le XVIe siècle. Mais ça, c'est une autre histoire et ce sera pour une autre fois. Je vous remercie. À partir de quel moment l'unité
pas officielle bien sûr, mais l'unité qu'il y a donc, dans tout ce croissant qui part de la Catalogne jusqu'à la Toscane, à partir de quel moment on note une séparation, je veux dire, à partir de quel moment toute cette unité se défait? Alors, ça dépend de quelle unité on parle. D'un point de vue linguistique ou culturel, elle se maintient. Les gens continuent de parler la langue et leurs us et coutumes sans tenir particulièrement compte des États qui les gouvernent. D'un point de vue politique, ce sont de toute façon des espaces dissociés, puisqu'ils appartiennent soit au comte de Toulouse, soit au comte de Provence, et ainsi de suite. On peut estimer que pour la période médiévale, c'est le fait que la Provence devienne angevine va quand même renforcer. Alors, on ne peut pas parler de francisation, hein, c'est pas possible. À ce moment-là, ce serait totalement anachronique, mais va renforcer progressivement l'orientation de la Provence vers les possessions capétiennes. Et à l'inverse, bon là, ça va se faire à la fin du Moyen Âge. Donc à la fin du XVe siècle, le fait que la zone catalane, elle, va plutôt rester tournée du côté des Pyrénées. Mais donc ça va se jouer là-dessus. Et c'est ensuite sous Louis XI et à partir du XVIe siècle que là, progressivement, avec l'apparition des États, enfin habituellement on considère que l'apparition des États tels que nous les considérons nous, c'est fin du XVIe, début XVIIe, avec les traités de Westphalie, enfin et tout ça, dans lequel là on va commencer à dire là il y a des lignes frontières, vérité dans tout ça des Pyrénées, mensonge au-delà, etc., etc. Donc pour notre période, ça se constitue petit à petit. Donc les entités politiques restent distinguées. Culturellement parlant, non, puisque le provençal reste langue dominante jusqu'à très tard. Enfin, ouais. Frédéric Mistral. Ouais. Alors, merci tout d'abord pour l'intervention. La première question concernera uniquement, on va dire, l'Aragon et la Catalogne, et on laissera un peu la Corse de côté. Juste au nord de l'Italie, au XIIe siècle, le nord de l'Italie connaît une urbanisation, une extension des cultures et tout ça, qui va pousser ensuite au système des communes, même si en Aragon et en Catalogne, ce système de gouvernement ne va pas être mis en place. Est-ce que cette région connaît également un urbanisme? Est-ce qu'il y a une hausse démographique? Alors oui, effectivement, la hausse démographique est générale et le phénomène d'urbanisation est général pour le XIIe siècle. Donc Barcelone, on le constate d'ailleurs sur tout l'espace méditerranéen dont nous parlions, et l'ancien espace urbanisé, hein, puisqu'on est quand même sur une des parties les plus urbanisées de l'Europe, puisqu'on a hérité du réseau datant de l'Empire romain. Et on constate aussi cette reprise démographique pour Barcelone, pour l'Aragon, pour Saragosse en Aragon, et une concentration des activités en ville qui rendent justement nécessaire le fait qu'il faille approvisionner ces villes, puisque une des caractéristiques fondamentales de l'urbain, c'est qu'il ne produit pas sa nourriture. Donc il faut une politique anonaire, comme à Rome, et ça va pousser déjà à une concentration des richesses, à une concentration des pouvoirs en ville. Donc la ville devient un marché, un espace, un foyer de population de plus en plus important et un foyer de consommation. Donc oui, on retrouve le même système. Après, vous avez des communes qui vont se développer en Espagne, mais simplement en Espagne, la reprise en main par l'autorité monarchique les différentes autorités monarchiques, la castillane, la navarraise, l'aragonaise, ainsi de suite, vont limiter. Même si on n'est pas sur des modèles politiques un peu comme le modèle capétien, c'est-à-dire que la monarchie aragonaise est une monarchie pactiste qui doit tenir compte des pouvoirs des villes libres, c'est-à-dire Barcelone, donc ce qu'on appelle en espagnol les fueros, donc les accords, les traités, enfin le nom m'échappe maintenant, les franchises et les coutumes, comme on dirait dans l'espace capétien. Et donc les grandes villes disposent comme ça d'une vaste autonomie dont le roi doit tenir compte, en particulier des métropoles importantes comme Barcelone et plus tard Valence. Après, dans le courant du XIVe siècle, il va y avoir un certain effacement, si l'on peut dire, de Barcelone qui va être touché par la crise économique et une montée en puissance de Valence. Donc à la fin du Moyen-Âge, à la fin de notre période, c'est plutôt Valence qui a le vent en poupe et Barcelone qui souffre un peu plus de plusieurs crises économiques successives. Donc maintenant, je vais m'intéresser plutôt à la Corse.
Pour ce qui est de Giudice Dicinarca, on sait justement qu'il a une connaissance du monde méditerranéen, qui, même s'il est plus proche de Gênes, il est même fait chevalier, il me semble. Est-ce qu'il y a eu des contacts avec justement Charles d'Anjou? Ce qui serait assez logique, on va dire, de par sa puissance en Méditerranée, et le fait aussi qu'il soit à la fois en Sicile et en Provence, la Corse étant au milieu. Alors, on n'a pas de documents l'attestant, mais de contact entre les Angevins et Giudice. Mais par contre, on a un passage de la chronique de Giovanni della Grossa qui est très discuté et qui manifestement atteste d'une connaissance mutuelle, même si la chronique est écrite 2 siècles après. Puisque à un moment donné, dans l'histoire de Giovanni della Grossa, Giudice se trouve à Pise, et Pise est attaqué par un roi français qui vient prendre possession de l'Italie, qui est le roi Charles, d'ailleurs qu'il appelle Charles, d'ailleurs. Alors, et Giudice affronte en combat singulier un chevalier français sous les murs de Pise, et la victoire de Giudice fait que l'armée lève le camp, et donc Giudice sauve Pise. Bon, alors, peut-être un petit peu exagéré, mais d'autant que chronologiquement ça colle pas, il ne peut pas être là quand Charles d'Anjou est là, mais manifestement ça atteste, alors déjà du prestige des Angevins, puisque Giovanni della Grossa 2 siècles après juge nécessaire d'intégrer et de rattacher son héros fondateur qui est Giudice avec la geste des Angevins en Italie, et il est tout à fait probable, effectivement, que Giudice ait pu participer en tant que noble au service de Pise, de Gênes, des combats au moment où les Angevins prennent le contrôle de l'Italie. Mais au-delà, on n'a pas de documents certains. La chancellerie angevine ne nous informe pas qu'il y a des contacts avec la Corse. Ce qui est sûr aussi, et ce qui laisse supposer qu'il y a pu y avoir des contacts, c'est que Charles d'Anjou, comme avant lui d'ailleurs Frédéric II, cherche à constituer un royaume en Sardaigne pour son fils. Donc pour Philippe de Tarente, pour Charles d'Anjou, et pour Enzo, pour Frédéric II. Et il est très probable que le royaume de Sardaigne ait aussi potentiellement intégré la Corse. Là aussi, on ne sait pas trop. Ce qui les intéresse surtout, c'est la Sardaigne. Mais des documents connexes laissent supposer que les Corses sont aussi dans le jeu et s'intéressent à ces espèces de suzeraineté extérieure qui, par ricochet, remonteraient en Corse. Donc pour l'instant, on n'a pas des preuves exactes, mais qu'il y ait eu des contacts entre la féodalité corse et les Angevins, oui, forcément, puisque Giudice a envoyé, ça on l'a pour le coup, a envoyé une lettre au roi d'Aragon pour être sacré chevalier par le roi. Lui, ça ne le gêne pas de se faire reconnaître chevalier par plein de gens. Donc s'il a pris contact avec le roi d'Aragon, en tant que gibelin, du moins, peut-être a-t-il eu des contacts, alors des contacts plutôt hostiles avec Charles d'Anjou, qui lui est guelfe. Parce que, autant qu'on puisse le déterminer, Giudice et le parti qui le suit, le parti de seigneur qui le suit, serait plutôt des pro-gibelins. Voilà. Si tant est que ça veut dire quelque chose dans l'espace corse, mais là aussi, c'est une piste de travail. Donc, si on trouve des documents, on vous dira ça. Est-ce qu'on peut dire qu'au moment où, en Corse, chaque seigneur, chaque localité, je dirais, se proclame soit du côté pisan, aragonais, génois, mais en fait, est-ce qu'on ne peut pas dire qu'à ce moment-là, personne ne dirige la Corse? En fait, c'est les Corses qui localement dirigent la Corse. Il n'y a pas de la Corse, telle partie est pisane, telle partie est génoise, telle partie est aragonaise. En fait, localement, personne ne la dirige. C'est les seigneurs locaux qui dirigent localement le territoire. Est-ce que c'est correct de dire ça ou est-ce que c'est un peu extrapolé? Alors oui, c'est correct. On peut dire que au-delà de des dominations étrangères qui sont réelles, c'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus nier le fait qu'il y a des seigneurs qui sont sous l'autorité de Pise, qui sont sous l'autorité de Gênes, et le fait d'être de l'un ou de l'autre conditionne en partie le comportement de ces seigneurs et éventuellement des liens commerciaux, des alliances, des liens diplomatiques à l'échelle des seigneurs, voire dans le pire des cas des expéditions militaires qui vont concerner certains territoires ou d'autres, c'est-à-dire que des Pisans ou des Génois qui débarqueraient pour remettre un peu d'ordre ou pour s'en prendre aux adversaires. Pour autant, la réalité du pouvoir, jusqu'à l'arrivée de l'office de Saint-Georges, on va dire, ou alors à des moments très précis dans lesquels il y a une expédition militaire et il y a une présence vraiment directe des Génois ou des Pisans dans l'île, mais sur le temps long, dans
dans la normalité de la société corse des XIIIe, XIVe, XVe siècles, la réalité du pouvoir, c'est les seigneurs. C'est-à-dire les gens ont à voir avant tout avec leur seigneur. Et le seigneur, lui, il est, selon ses intérêts ou selon ses fidélités, parce que pas non plus partisan de Gênes ou partisan de Pise. Mais oui, c'est la réalité du pouvoir, ce sont des seigneurs. Sauf à des moments particuliers. On a vu du coup que le royaume d'Aragon, de par son extension méditerranéenne et ses politiques méditerranéennes, étaient des commerçants. J'aurais voulu savoir si en Corse, on a une attestation de ce commerce et s'il impose vraiment, s'il est vraiment important dans la vie insulaire. Et autre question ensuite, c'est au niveau du patrimoine. Comment on peut faire ressortir ce patrimoine catalan? Est-ce qu'on a des traces architecturales, par exemple, dans certaines églises ou ailleurs? Voilà. Alors, concernant les liens commerciaux, on manque de sources. Il y a énormément de sources disponibles à Barcelone, les archives commerciales qui se trouvent, mais elles n'ont pas été exploitées. Donc il y a probablement des liens, mais on ne peut pas les sourcer pour l'instant. Ce qu'on peut voir, mais à l'inverse, ça c'est les archéologues qui travaillent là-dessus, qui travaillent en particulier sur les découvertes de céramique sur les sites corses, c'est que on trouve de la céramique venant soit de Valence, soit d'Espagne, enfin on va dire des circuits commerciaux catalans en Corse. Maintenant, c'est un vrai faux indice, c'est-à-dire qu'ils ont pu être amenés par tout autre marchand qu'un marchand catalan. Donc ce serait à préciser, mais effectivement, il y a présence dans les circuits commerciaux de produits qui viennent de la zone catalane, de la couronne d'Aragon. Par contre, on s'aperçoit très nettement qu'à partir du XVe siècle, ces produits se raréfient. Et il y a une montée en puissance des produits italiens et en particulier des produits originaires de la zone d'influence de Gênes. Donc ça, c'est une belle découverte que font les archéologues actuellement, ils travaillent pas mal dessus. Et comme quoi, les découvertes archéologiques démontrent que progressivement, c'est Gênes qui prend le contrôle des circuits commerciaux, enfin Gênes et on va dire l'espace italien et particulièrement Gênes, qui prend le contrôle des circuits commerciaux qui relient la Corse au continent, quel que soit le continent concerné. Mais c'est un beau champ d'études. Mais là, il faut rentrer dans les archives catalanes et aller voir s'il y a des marchands qui venaient, etc. C'est peut-être pas spectaculaire, mais ça a probablement existé, oui. Concernant des traces architecturales ou artistiques de la présence catalane en Corse, comme il n'y a pas eu vraiment de présence, c'est difficile de le dire. On cite souvent l'exemple, le chef-d'œuvre qui est le maître de Castelsardo, donc le tableau, le retable du maître de Castelsardo qui se trouve au couvent de Sainte-Lucie de Talano. Donc le maître de Castelsardo, comme son nom l'indique, il vient de Castelsardo, il est de l'école sardo-aragonaise. Et donc on voit que il y a des liens, enfin, un seigneur comme Rinuccio della Rocca peut faire l'acquisition de ce genre de tableau. On avait aussi noté que le clocher de Bonifacio, le clocher de l'église de Bonifacio, de l'église Sainte-Marie de Bonifacio, a des influences qui sont manifestement des influences qui viennent de Sardaigne et donc d'une influence d'un art lui-même sardo-catalan. Mais on n'a pas en Corse de traces architecturales équivalentes à celles de la Sardaigne, tout simplement parce qu'il n'y a pas eu de pouvoir réel catalan qui se soit installé en Corse. Et le temps du règne de Vincentello d'Istria, donc il est quand même resté une quinzaine d'années, mais il ne s'est pas lancé dans ce genre de réalisation. Donc on les a perdus. Enfin, le château de Corté, lui, il n'a rien de catalan de spécifique. Et l'escalier du roi d'Aragon, le fameux, lui, il n'est pas du roi d'Aragon. Donc non, on n'a pas ça. Universalità, e un sonno d'università, temos la